Allez, avance, avance, avance. Yes! C'est bon ça. Une action comme je les aime là. Un joli poisson pris à vue. La slipper craw qui est bien profonde. Il a bien gobé. J'ai réussi à poser sur une vasière où il n'y avait pas d'algues du tout. Il a bien vu de loin. Il s'est vraiment jeté dessus. Enfin, il s'est jeté dessus. Il est venu voir. Et en fait, quand il avait le nez quasiment dessus, j'ai fait une toute petite animation et c'est là qu'il a pris. Avec la petite slipper craw. Et en fait, quand on l'arrête comme ça, elle a les pinces qui flottent, donc ils restent vraiment en l'air. Et ça les attire bien et ça leur permet de les repérer de très loin. Aujourd'hui, on se retrouve en bord de mer. Je vais vous parler d'un leurre que j'adore pour pêcher le bar. C'est la slipper craw de Megabass. Je pense que les plus fidèles d'entre vous à notre chaîne en ont déjà entendu parler. On a fait 2 vidéos déjà consacrées à ce leurre-là. Pas forcément uniquement à ce leurre-là, mais moi j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de toute la famille des slippers. Mais cette vidéo-là n'était pas vraiment focalisée sur la pêche du bar. On parlait beaucoup de pêche en eau douce également. Et Bruno avait fait une vidéo de présentation de la slipper craw, mais vraiment très axée eau douce. Aujourd'hui, la slipper craw, elle est complètement en train d'exploser en mer. Il y a énormément d'endroits où elle est très très utilisée. Moi, depuis sa sortie, je pêche énormément avec, j'ai des super résultats. Je pense aujourd'hui que ça vaut vraiment le coup de consacrer une vidéo à ce leurre-là uniquement pour pêcher le bar. Alors, avant de vous parler en détail du leurre, de vous parler de son animation, de vous donner mes trucs et astuces pour pêcher le plus efficacement possible avec, je voudrais reposer un petit peu le contexte de l'utilisation des leurres de forme écrevisse, on va dire en général, en pêche en mer. Il y a quelque chose moi qui me paraît assez étrange, c'est que quand on regarde les leurres qui sont utilisés par les pêcheurs de bar, 95% de ce qui est utilisé, ce qu'on trouve dans les boîtes, ce qu'on trouve dans les magasins, c'est des leurres qui imitent des poissons. Pourtant, le bar, c'est un poisson qui mange énormément de crustacés, qui a un régime alimentaire qui est très varié. Et finalement, les poissons, quand il y a un groupe de bar, un banc qui évolue ensemble et qui a une opportunité de chasser dans un banc de petits poissons, ils y vont. Mais ça n'arrive pas forcément tous les jours. Par contre, tout ce qui est crustacés, crabes, crevettes, galatées, tout ça, les bars, ils s'en nourrissent, mais constamment. En plus de ça, on a des zones, je vais surtout parler de pêche du bord aujourd'hui, mais des zones peu profondes, les zones d'estran et les zones qui sont un tout petit peu plus loin, dans lesquelles cette nourriture, les crustacés, sont présents toute l'année. Et c'est quelque chose qu'on sous-exploite complètement pour la pêche du bar. Je pense qu'il y a une raison qui est un petit peu historique à ça, c'est-à-dire que la pêche du bar, elle a vraiment explosé dans les années 2000, les années où il y a énormément de leurres américains, japonais qui arrivaient sur le marché. Les bars, ce sont des poissons qui n'avaient pas été beaucoup sollicités jusqu'alors avec des leurres très bruyants, donc qui étaient très très réceptifs à ça. En plus de ça, on avait des quantités qui étaient supérieures à ce qu'on a aujourd'hui, même si la ressource semble revenir un petit peu. Moi, j'y ai pêché dans les années 2000, c'était beaucoup plus facile et à ce moment-là, on mettait un leurre dur ou un shad qui faisait beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit. C'était quand même l'assurance de faire des scores de poissons assez impressionnants et on ne pouvait pas rivaliser à cette époque-là avec un petit leurre souple manié tout doucement sur le fond. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a un peu moins de poissons à pêcher malheureusement et les poissons qu'on pêche sont très sollicités par des leurres tout le temps. Donc les poissons, surtout les gros poissons, commencent à se méfier dans certains endroits des vibrations, du bruit des billes, des choses comme ça. Il y a seulement quelques conditions où ils sont très actifs, où ils sont en chasse, où on va pouvoir faire des super pêches toujours avec ces leurres-là. Mais pour moi, le pêcheur complet de bar aujourd'hui, le pêcheur de bar moderne au leurre, il se doit de maîtriser ces pêches-là qui sont très dynamiques, où on va battre énormément de terrain avec des leurres qui font beaucoup de bruit, qui se repèrent de loin. Mais d'un autre côté, il se doit aussi de maîtriser des pratiques de pêche avec des leurres qui sont beaucoup plus discrets, où on va avoir une approche qui est beaucoup plus chirurgicale et ce qui va nous permettre de continuer à prendre des poissons dans les moments qui sont beaucoup plus difficiles. Et il y en a des moments qui sont difficiles. Maintenant que le contexte est posé, je vais vous parler de
ce type de leurre et en particulier de ce modèle, la Sleeper Craw de chez Megabass. Donc la Sleeper Craw, c'est une imitation à la base d'écrevisse, parce qu'elle n'a pas été designée pour le bar uniquement, mais c'est une imitation plus généralement de crustacés. Ça peut imiter un crabe. Des crabes, il y en a de plein de sortes différentes, plein de tailles, plein de couleurs, plein de formes différentes. Les bars se nourrissent énormément de crabes verts, mais ils mangent aussi d'autres types de crabes. Et je vous invite, pendant les grandes marées, à aller soulever un petit peu des cailloux sur la zone de pêche que vous pêchez. Vous y allez à marée basse, vous soulevez des cailloux, vous allez voir qu'il n'y a pas que des crabes verts et qu'il y a des formes qui sont vraiment assez variées. Donc on imite très bien ça. On imite aussi ce que vous allez peut-être retrouver sous les rochers que vous allez soulever, des galatées. Donc galatées, c'est une sorte d'écrevisse qu'on a en mer qui est un peu plus plate que les écrevisses d'eau douce qu'on a d'habitude, mais qui a vraiment cette forme-là et cette taille-là. Donc on est vraiment sur quelque chose avec la Sleeper Craw qui est très imitatif. Et un bar qui voit ça, je ne vais pas dire qu'il va identifier exactement l'espèce qu'il pense avaler, mais c'est quelque chose qui est tellement proche de plein de choses qu'il a l'habitude de manger que ça va lui paraître très très naturel. Maintenant, je vais vous parler un petit peu en détail de ce leurre-là. La Sleeper Craw, elle mesure 77 mm, 7 cm 7 et elle pèse 17 grammes. La taille est vraiment idéale. C'est la taille de crabe, de galatée que les bars ont l'habitude de manger. Donc là, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et le poids, 17 grammes, c'est un poids qui nous permet de lancer ce leurre-là avec la plupart des cannes classiques utilisées par les pêcheurs de bar qui pêchent du bord. C'est-à-dire que les cannes de puissance M ou MH vont être particulièrement adaptées à lancer ce leurre-là. Donc ce leurre, il a un petit peu tout pour lui au niveau de sa taille et de son poids. Maintenant, on va parler un peu des spécificités de ce leurre. La première chose qu'il faut avoir en tête et qui est peut-être la plus importante, et ça je veux vraiment que vous le reteniez, c'est qu'il n'est pas fait d'une matière plastique conventionnelle, classique. Ici, c'est ce qu'on appelle un thermoplastique. C'est un plastique qui est très résistant, très étirable et très solide. Ça a un intérêt dans la longévité de votre leurre. Vous pouvez vraiment prendre beaucoup de poissons avec le même leurre. C'est un deuxième avantage, c'est que c'est une matière qui est flottante, c'est-à-dire que quand le leurre va se poser au fond, ses pinces vont remonter et il va avoir une position comme un crabe qui essaie de se défendre, qui va lever les pinces. Donc c'est encore une fois quelque chose de très naturel. Mais cette matière, elle a aussi un petit inconvénient. C'est qu'on ne peut pas la mélanger à des leurres souples en plastique conventionnel. Il y a une réaction chimique qui se fait entre les deux et vos leurres vont fondre, vont se dégrader. Donc ça, il faut vraiment le garder soit dans son packaging d'origine, soit le mettre, comme je l'ai fait moi, dans une boîte qu'on réserve à ce type de leurre-là, où ils ne sont pas au contact avec d'autres leurres. Si possible, une boîte qui est traitée anti-UV, c'est encore mieux. Du moment qu'on ne les mélange pas avec les autres, ça va très bien. Maintenant qu'on a parlé de cette matière, je voudrais vous parler du fait qu'elle est plombée, parce que j'ai dit qu'elle pesait 17 grammes. Quand on la regarde comme ça, on ne dirait pas que ça pèse 17 grammes, mais en fait, il y a un plomb donc, qui est à l'intérieur du leurre, qui est sur la partie arrière, là, sur la queue du leurre, et qui remonte jusqu'au milieu. Donc le plomb est déjà inséré dans le leurre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage et qu'on va pêcher avec la plombée d'origine. On ne va pas chercher à alourdir, à alléger, c'est vraiment cette plombée-là qu'il faut utiliser. Et elle n'a pas été choisie au hasard, elle a été choisie pour produire une vitesse de descente associée à la flottabilité de la matière qui permet au leurre vraiment de descendre à la bonne vitesse pour pêcher dans des profondeurs assez faibles et faire en sorte que son leurre se fasse identifier pendant cette phase de descente-là qui est quand même assez importante. Donc la plombée à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une petite accroche sur la queue sur laquelle vous allez pouvoir faire votre nœud directement. On y reviendra plus tard, mais je vous déconseille de mettre une agrafe dessus. Je vous expliquerai plus tard à la fin de la vidéo pourquoi je n'en mets pas. Et maintenant, on va venir à l'armement. Donc l'armement, l'hameçon, donc c'est un hameçon simple qui est déjà à l'intérieur du leurre. Donc ça a deux grands avantages, trois avantages même. Le premier, c'est que c'est discret. Voilà. C'est qu'un bar qui voit ça, il ne voit pas d'hameçon. Dans des eaux très claires, des poissons difficiles qui sont pêchés très régulièrement, on a quelque chose qui est plus naturel, plus discret que s'il y avait un hameçon proéminent qui peut être aussi visible, parfois qui peut briller. Ça c'est le premier avantage, ce n'est pas le plus important, mais il existe. Le deuxième avantage, c'est que cet hameçon-là, il est protégé à l'intérieur du leurre. Donc quand on va passer dans des petites algues, quand on va passer dans des rochers, des choses comme ça, il ne va pas s'accrocher, ou très peu s'accrocher. Donc on va pouvoir se permettre d'aller gratter, d'aller pêcher à des endroits où on n'aurait pas lancé un leurre sur une plombée exposée. Et là, on va pouvoir du coup proposer ce leurre-là
à des endroits où il n'y a pas beaucoup d'autres leurres qui sont proposés au bar. Ça, c'est le deuxième avantage de cet hameçon. Et le troisième, il est évident, c'est, je vous ai dit que la plombée était intégrée, il y a déjà l'œillet pour l'accrocher, l'hameçon est déjà là. Le dernier avantage, c'est tout simplement qu'on le sort du paquet, on l'accroche, on le lance, il n'y a pas de question à se poser sur quoi je vais le mettre comme tête plombée, de doute à avoir, est-ce qu'il est bien armé, est-ce qu'il est bien équilibré, est-ce que j'ai pas mis trop lourd, est-ce qu'il nage bien, non. Là, ça a été étudié comme ça par le fabricant, par Megabass. Le leurre, il est parfait comme ça, il n'y a aucune question à se poser, on le met et on pêche avec. Là, tu vois, j'ai bien senti la touche. J'ai pas senti la touche, j'ai compris assez rapidement en tout cas qu'il se passait un truc bizarre. Et c'est vrai que dans ce cas-là, si tu es une seconde trop tard, toujours avec la petite slipper croc, hop, allez. Yes! Il n'est pas venu pour faire semblant. Hop! Ah, top! Alors cette petite slipper croc, pour moi aujourd'hui, c'est une de mes écrevisses préférées. J'en utilise 2-3 modèles très régulièrement, mais je pense que si j'en avais une seule à garder, ce serait celle-là. C'est celle qui m'a permis de prendre les plus gros poissons ces dernières années. J'ai des souvenirs un peu mémorables avec. Elle est vraiment idéale. Maintenant, il y a quand même quelques conditions d'utilisation dont je dois vous parler parce qu'elle n'est pas aussi bonne partout. La première chose, qui est assez évidente, mais je vais quand même le redire, c'est qu'elle est censée imiter un crustacé. Donc on va l'utiliser principalement dans des zones où on peut trouver des crabes, où on peut trouver des galatées, éventuellement des crevettes, même si ce n'est pas une imitation parfaite de la crevette. Ces zones-là, c'est souvent des zones dans lesquelles il va y avoir un petit peu de cailloux, de la vase et des fonds qui sont assez faibles. Si possible, des fonds qui ne sont pas exposés à une grosse houle, à beaucoup de mouvements, parce que les crabes ne sont pas trop de sortie quand ça brasse beaucoup. Donc, tout ce qui va être entrée de port, intérieur de port, fond dense, estuaire, zone un petit peu protégée naturellement des fortes houles sera à privilégier. Idéalement, ce qu'il faut trouver, c'est des zones dans lesquelles il y a beaucoup de crustacés et il y a une alternance de rochers et de zones un petit peu plus dégagées où vous allez pouvoir la faire passer. Elle peut passer dans les rochers, mais si vous avez des couloirs de sable ou des couloirs de vase, en fait, elle se fera repérer beaucoup plus facilement sur ces zones-là qu'au milieu de rochers où il y a beaucoup de relief. C'est un leurre qui vibre pas beaucoup. Donc on va être obligé de le passer quand même à proximité du poisson. Et c'est l'inconvénient majeur de ce leurre-là, c'est que si vous ne pêchez pas au bon endroit, vous n'en attraperez pas. Par contre, si vous pêchez au bon endroit, ce leurre-là, j'en suis convaincu, il est capable de prendre des poissons qu'on n'arrive pas à prendre au leurre dur, qu'on n'arrive pas à prendre au shad en passant trop vite, en faisant trop de vibrations. Et souvent, ces poissons-là, c'est des gros poissons. La slipper croc, elle est utilisée
de plus en plus par des pêcheurs talentueux sur la Bretagne, beaucoup. Également sur l'Irlande, il y a beaucoup de pêcheurs irlandais de bar qui commencent à l'utiliser. Sur le sud-ouest de l'Angleterre également, c'est en train de percer de façon assez folle. Et tous les pêcheurs de ces zones-là avec qui j'ai échangé et qui se sont spécialisés dans l'utilisation de ce leurre-là, ont fait le même constat que moi, c'est que la taille moyenne des prises, elle est plus importante assez largement avec ce leurre-là qu'avec tous les autres leurres qu'on a l'habitude d'utiliser. Et pour moi, ça c'est vraiment lié au fait que ces vieux poissons qui sont un peu habitués au leurre, un peu méfiants et qui ont réussi à atteindre cet âge-là, peut-être parce que depuis petits ils étaient plus méfiants que les autres, ben, on arrive à les tromper encore avec des leurres comme ça, très imitatifs, très discrets, avec des pêches précises, alors que des leurres qui brassent beaucoup d'eau et tout les intéressent beaucoup moins. Donc vraiment cibler ces zones-là, cibler ces zones où on a des crustacés, où on a une alternance de sable, de rochers, de zones de vase, de choses comme ça, un petit peu de relief, où les bars ont l'habitude de venir manger du crabe, et là c'est sûr vous allez en prendre. Pour finir sur les zones de pêche, on va parler de la profondeur de pêche. Donc le leurre il pèse 17 grammes, il descend à une vitesse moyenne, on ne va pas l'utiliser dans 10 mètres d'eau. C'est vraiment un leurre qui dégage tout son potentiel dans les zones où il y a entre 30 cm et 3 mètres d'eau, on va dire, globalement. On peut l'utiliser de temps en temps dans un peu plus d'eau. S'il y a beaucoup de courant, on ira peut-être jusqu'à 1,50 m, 2 mètres et pas jusqu'à 3 mètres. Mais globalement, les profondeurs dans lesquelles il faut l'utiliser, c'est ça. Il est très utilisé depuis le bord, moins en bateau. Pourtant, il a des intérêts, surtout sur des zones comme où on est ici, là, en Bretagne Sud, où il n'y a pas énormément de courant. On est sur un fond de baie. Les vitesses de dérive ne sont pas très fortes en bateau. Et la contrainte qu'il peut y avoir, c'est que si votre bateau dérive très vite, en fait, votre bateau va tirer sur le leurre et votre leurre va aller trop vite. Mais tous les jours où les vitesses sont faibles, et souvent en plus où elles sont trop faibles pour pêcher correctement avec d'autres types de leurres, en fait, la Slipper Craw, elle a vraiment de l'intérêt. Ouais, poisson. Elle était bien étrange la touche. Cool. Hop. Bon bah, un poisson sympa en bordure de courant. Là. Courant de descendante qui longe le bord là, sur une zone où il y a pas mal de roches. C'est une zone où ils viennent souvent manger les crabes. Donc, voilà, avec une petite Slipper Craw, imitation de crustacé. Bon gabarit. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'animation. Il y a deux animations principales qu'on va pouvoir faire avec. La première, c'est simplement de gratter tout doucement le fond en essayant de ne pas décoller la Slipper Craw comme vraiment un crustacé qui se déplace sur le fond. Et donc là, ça va être une pêche très lente. L'idéal, c'est de faire des pauses en plus de ça. Donc on va gratter tout doucement, vraiment avec le sion de la canne. On monte la canne en faisant des tout petits coups comme ça. On fait une pause. Pendant la pause, on rebaisse la canne, on récupère notre bannière et on repart comme ça. Ça, c'est une technique reine si vous savez exactement où sont vos poissons. Quand je dis exactement, c'est vous savez qu'il y a une zone de 10 mètres carrés où il y a très souvent un ou deux poissons qui traînent. Et là, ça permet de prendre le temps d'essayer de faire craquer ce poisson-là qui ne prend aucun autre type de leurre. J'ai quelques zones comme ça où j'utilise cette technique-là et où ça m'a permis de prendre des poissons que je n'aurais pas pris avec autre chose tout simplement. Maintenant, ce n'est pas la technique que j'utilise le plus souvent. La technique d'animation que j'utilise le plus souvent, c'est que je la lance, je la laisse tomber au fond et je vais faire des tirées assez sèches
pour imiter la fuite, là pas forcément d'un crabe, encore que certains crabes arrivent à nager un petit peu, mais plutôt la fuite d'une galatée qui ressemble aussi à la fuite d'une crevette ou d'une langoustine ou de beaucoup d'autres crustacés comme ça. Ces crustacés-là, quand ils sont en danger, ils fuient en donnant un gros coup de queue vers l'arrière, ce qui fait qu'ils vont faire un bond vers l'arrière et ils alternent les coups de queue comme ça. Et nous, ce qu'on va essayer de reproduire, c'est exactement ça. C'est qu'avec la canne, on va donner des coups assez secs pour que notre leurre il se décale de 40-50 cm. On laisse une demi-seconde, on redonne un coup et on fait une fois, 2 fois ou 3 fois comme ça et on la laisse se reposer au fond. Ça, c'est une animation qui est hyper intéressante parce qu'elle imite quelque chose de naturel et elle permet quand même d'avoir une vitesse, c'est pas une grosse vitesse de prospection, loin de là par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un shad ou un leurre dur, on est quand même bien plus lent que ça, mais ça va nous permettre quand même de prospecter un peu de terrain et sur des pêches où la zone nous intéresse mais on ne sait pas exactement où sont les poissons, c'est quelque chose qui permet quand même assez rapidement, en prenant 1 minute pour faire un lancer à cet endroit-là, 1 minute à un autre endroit, on arrive quand même assez rapidement à voir s'il y a des poissons actifs sur la zone. L'autre intérêt de cette animation, c'est que quand on tire dessus, on la fait monter un petit peu dans la couche d'eau. Il ne faut pas la faire monter trop haut, mais on la fait monter un petit peu. Ça veut dire qu'un bar qui est 2 ou 3 mètres de là, si l'eau est claire, en fait, il va la voir monter. Si elle est au fond, posée au fond et qu'on gratte, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 rochers devant. Il peut peut-être sentir une vibration, mais il n'y a aucune surface en dur dessus, c'est que du mou parce que le plomb est à l'intérieur, donc ça fait très peu de vibrations sur le fond. Mais il pourrait peut-être sentir une petite vibration et s'en rapprocher, mais en général, là où on arrive vraiment à faire en sorte qu'elle soit visible, c'est en la tirant un peu vers le haut, et comme ça, le bar peut la voir. Au pire, elle retombe entre 2 cailloux, il s'en rapproche, et puis aux animations d'après, on est capable de le prendre. Donc moi, c'est l'utilisation, l'animation que j'en ai dans 90% des cas à peu près. Maintenant que je vous ai parlé de l'animation, j'espère qu'en reproduisant ce que je vous ai dit, vous allez prendre des poissons et vous allez voir, il y a une autre spécificité à ce leurre-là, c'est que quand vous avez la touche, il faut ferrer assez fort. Comme l'hameçon est camouflé à l'intérieur, on n'est pas du tout comme sur un hameçon exposé où le poisson prend et même si vous ne ferrez pas, vous avez une chance sur 2 qu'il se pique tout seul. Là, il faut vraiment ferrer et il ne faut pas avoir peur de ferrer. Il ne faut pas ferrer forcément de façon hyper sèche, mais il faut ferrer avec beaucoup d'amplitude et si possible avec une canne assez rapide d'action. Mais ça, on va y revenir plus tard. C'est vraiment le truc pour que ça se pique bien et que vous ayez un bon ratio touche poisson-prix. Si vous en décrochez quelques-uns au départ, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et souvent ça vient du ferrage. Normalement, une fois que c'est piqué, que c'est bien ferré, on est sur un hameçon simple, ça ne doit pas se décrocher. Maintenant, on va en venir un petit peu au matériel que je vais vous conseiller d'associer à ce leurre-là. Et tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais un nœud en direct et que je ne mettais pas d'agrafe. Alors pourquoi je vous ai dit ça? C'est vrai que les agrafes, c'est hyper pratique. Il y a plein de pêches où moi je les utilise. J'ai plein de copains qui les utilisent aussi sur des leurres souples, même si moi je suis un peu moins fan. Mais pourquoi pas? Par contre, sur ce leurre-là, c'est quand même un leurre qui a l'hameçon à l'intérieur et il est conçu comme ça pour pouvoir passer dans tous les petits débris qu'il y a sur le fond sans s'accrocher dedans. Si vous mettez une agrafe, ce qui va se passer, c'est que très souvent, les petits bouts d'algues qui traînent, les petites choses comme ça, en fait, elles vont coulisser sur votre fil, elles vont venir se coincer sur votre agrafe et puis en fait, vous allez avoir de l'herbe dessus et la fin de votre lancer, en fait, il ne sert à rien. Le poisson ne viendra pas le prendre. Si vous ne mettez pas d'agrafe, ça va coulisser sur le leurre. L'herbe va partir et vous pouvez continuer à pêcher ce lancer-là. Je suis un grand fan de pêche à vue, donc où on repère le poisson et après on essaie de le prendre. J'ai amené plein de copains faire ça et j'ai des copains qui utilisent des agrafes tout le temps. Et j'ai vu trop souvent ces copains-là qui mettaient une agrafe dessus, qui abordaient un poisson, le poisson arrivait vers le leurre et au moment où il décollait le leurre, en fait il y a une petite herbe qui s'était prise dans leur agrafe et le poisson refusait le leurre. Ça, si vous ne mettez pas d'agrafe, 9 fois sur 10, l'herbe, elle se décroche et en fait, vous pouvez le prendre, le poisson. Donc là, comme il va s'agir de gratter au fond quasiment tout le temps, si vous mettez une agrafe, vous allez pourrir énormément de lancers ou votre leurre ne sera pas pêchant. Donc vous enlevez l'agrafe, vous faites un nœud. Si vous savez accrocher une agrafe sur votre fil, vous savez aussi accrocher un leurre, c'est le même nœud qu'il faut faire dessus. Pas d'agrafe, vous allez prendre plus de poissons, c'est sûr et certain. On est parti du leurre, on a parlé de l'agrafe. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler du matériel idéal pour pêcher avec la Slipper Craw et puis on va remonter petit à petit de l'agrafe jusqu'à la canne et au moulinet. Donc on va parler fluorocarbone. Donc fluorocarbone, donc le bas de ligne qu'on va mettre. Donc on ne l'attache pas directement sur la tresse, on va mettre un bas de ligne qui n'a pas forcément une nécessité à être
très très long. J'aime bien laisser quand même au moins 2 mètres, mais on n'a pas forcément besoin de mettre 6 mètres sur ce leurre-là, parce que le leurre il est quand même assez visible. En général, les poissons, une fois qu'ils ont le leurre dans le viseur, ils ne regardent plus trop ce qui se passe autour, donc il faut un peu de discrétion. 2 à 4 mètres, c'est parfait. Ce fluoro-là, peu importe la marque que vous allez utiliser, il faut qu'il soit solide. Tout d'abord parce que vous allez pêcher à proximité du fond. Donc proximité du fond, ça veut dire que ça va racler tout le temps. Je vous ai dit qu'il y avait différentes animations, dont une qui consistait vraiment à gratter. Ce qui va se passer quand vous grattez, c'est que même si la petite accroche est sur le dessus, de temps en temps, il va y avoir un peu de relief. Votre nœud va frotter sur le fond. Si vous utilisez un petit fluorocarbone, ça va le fragiliser hyper vite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on va pêcher dans des endroits où il y a quand même souvent beaucoup d'obstacles. C'est des zones où on peut avoir des fonds qui sont couverts d'huîtres. On peut pêcher aussi souvent là où c'est autorisé ou toléré, à proximité ou dans les parcs à huîtres. C'est des zones où on ne peut pas se permettre de laisser le poisson prendre du frein et partir avec, parce qu'on sait qu'il va nous amener quelque part où ça va casser. Il faut être maître du combat et il faut vraiment mettre un fluoro très gros. Vaut mieux sur ce leurre-là avoir 9 touches au lieu de 10 parce qu'on utilise un fluoro plus gros, mais réussir à attraper ces poissons. Parce que si vous essayez de jouer finesse avec ça, c'est sûr que vous allez en casser plein et ça ira pas du tout. La dernière chose, c'est que je vous ai dit qu'il fallait ferrer fort. Donc des fois, vous allez prendre des gros poissons avec, vous allez ferrer très fort l'autre côté. Sur un fluoro fin, ça peut poser problème aussi. Donc là, s'il y a une pêche pour laquelle moi, j'hésite pas à mettre des fluoros très forts, c'est bien celle-là. Qu'est-ce que j'appelle un fluoro très fort? C'est au moins 34-35 centièmes. Je ne me vois pas pêcher sérieusement dans des endroits encombrés avec ce leurre-là sans être sur 35 à 40 centièmes et même sur des zones vraiment très encombrées où ça m'arrive de le mettre, je monte parfois à plus de 40 centièmes en fluorocarbone. Pour la tresse, ça va être à peu près la même logique. Ça ne sert à rien d'utiliser un fluorocarbone très solide si vous utilisez une tresse qui casse si elle frotte sur les rochers ou si vous ferrez trop fort ou si vous devez maîtriser un poisson entre 2 rangées de tables sur un parc à huîtres. Là, on va devoir mettre une tresse assez épaisse et assez résistante aussi. Donc, il faut la mettre en rapport avec le fluorocarbone. Donc, sur vos bobines de fluorocarbone, il y a souvent une résistance qui est indiquée en livres. Sur la tresse, vous prenez à peu près la même. Pour ceux qui parlent en PE, moi c'est la notion que j'utilise, l'indicateur d'épaisseur et de solidité que j'utilise le plus sur les tresses. En PE, au minimum, ça va être 1.2 et ça m'arrive d'utiliser jusqu'à de la PE2. Donc 1.2, 1.5, 2, c'est les 3 sur lesquels je vais jouer selon que les postes sont plus ou moins encombrés. Maintenant, on va parler de la canne un petit peu. Je vais vous parler de 2 cannes en particulier, une en casting, une en spinning, parce qu'elles ont les longueurs idéales, l'action idéale, elles sont vraiment parfaites pour ça. Maintenant, dans 80% des cas, ce n'est pas celle que j'utilise quand je pêche à la Slipper Craw. Je ne vais pas à la pêche en me disant je vais pêcher qu'à ça, enfin assez rarement. Je vais à la pêche en me disant je vais à la pêche, je vais essayer de trouver les poissons, je ne sais pas à quoi ils vont mordre, je vais essayer plein de choses. Donc souvent je l'utilise sur ma canne un petit peu polyvalente, donc une canne de 2,40 m qui lance entre 10 et 35 grammes, même si elle n'est pas parfaitement adaptée. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous ferez pareil. Mais pour ceux qui voudraient vraiment se spécialiser là-dedans, ou pour ceux qui, comme moi, de temps en temps, ont une demi-heure à tuer, un coup du matin, une pause de midi, un petit coup le soir et veulent partir très léger à la pêche, moi je me fais souvent un programme où j'ai une canne, j'ai une boîte avec juste mes Slipper Craw et puis j'ai la chance d'habiter à côté de super spots de pêche du bar et puis je me fais 20 minutes, ça mord, c'est très bien, ça mord pas, c'est pas grave. Et voilà, et là je vais utiliser une canne vraiment spécifique pour ce leurre-là. Mais en pêche du bord, en général, je prends ma canne polyvalente, même si elle ne fait pas parfaitement les choses. Les cannes que je vais vous présenter, je vais le faire quand même, parce qu'elles sont vraiment au-dessus en termes d'efficacité. Donc là j'ai choisi une canne casting. Donc ça, c'est des cannes qui sont surtout utilisées en eau douce, mais je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer dans les 2 milieux, donc je pense qu'il y a certains pêcheurs de bar qui sont déjà équipés de cannes casting. Donc une canne casting de puissance MH+, ici c'est la Kukai French Limited 76 MH+C. Donc ça, c'est une canne qui est capable de lancer globalement entre 10 et 50 grammes, mais qui est vraiment très à l'aise avec ce poids de leurre, voilà, entre 15 et 20 grammes, là, c'est vraiment, elle est idéale pour ça. C'est une canne qui a une action qui est rapide, ça veut dire qu'à l'animation, on va pouvoir décoller tout de suite son leurre, et au ferrage, on va avoir beaucoup de puissance et de maîtrise des combats derrière. Après, j'ai à peu près
l'équivalent en spinning, donc qui va être beaucoup plus utilisé en mer. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est l'injection SP76MH. On est sur la même longueur, 7 pieds 6, et sur le même type d'action, avec un petit peu de puissance en pointe. Il reste un petit peu de douceur, mais on rentre très vite dans la puissance de la canne. Et c'est une canne qui va nous permettre d'assurer des ferrages et de maîtriser des combats qui sont très puissants. Ça, c'est les cannes vraiment idéales. Mais vous pouvez l'utiliser avec votre canne de tous les jours, en ayant en tête que le ferrage, il va vraiment falloir y aller. Surtout si vous utilisez une canne un petit peu souple, là, il faudra tout donner au ferrage. Du bord, il y a quelque chose qu'on peut faire assez facilement, qui est plus compliqué en bateau et qu'on fait parfois inconsciemment, c'est que quand on a loupé 2 ou 3 poissons au ferrage comme ça, après on veut vraiment que ça rentre, et c'est qu'en ferrant, quand on peut le faire, quand on n'est pas sur des rochers abrupts, on fait 1 ou 2 pas en arrière en même temps. Et souvent c'est quelque chose que je fais sans m'en rendre compte quand je pêche à la Slipper Craw, c'est que je donne vraiment tout au ferrage pour que le poisson vienne vers moi. Et puis après c'est juste une histoire de maîtriser le combat. On pêche avec des freins qui sont très serrés, et ça me permet d'en venir au moulinet. Donc les moulinets, il y a deux choses importantes à avoir en tête. La première chose, c'est d'avoir un frein de très bonne qualité. La deuxième, c'est que sur certaines de ces pêches-là, où on va pêcher vraiment des petits espaces, on va essayer d'avoir une approche chirurgicale, de pêcher une petite trouée dans les herbes, une petite tache de sable entre les rochers, des choses comme ça. Parfois, on ne va pas ramener, même assez souvent, on va lancer un tout petit peu plus loin, on va bien pêcher ces 3-4 mètres carrés, et puis après, on va ramener très vite pour aller lancer sur le prochain poste. Je vous dis ça parce que ça peut devenir vraiment une approche de la pêche, c'est-à-dire, on lance, on pêche 10 secondes bien le petit trou, hop, on fait 10 mètres, il y a un autre trou, on le pêche bien, hop, on ramène vite, on fait celui d'après. Ça, c'est une approche que j'adore. Ça, pour gagner du temps, si vous avez une récupération haute vitesse sur votre moulinet, comme vous allez beaucoup devoir ramener de leurre, en fait, ça vous permet de peut-être faire 5 lancers quand vous en auriez fait que 4 avec un moulinet à ratio assez lent. Donc c'est un truc où on gagne un peu de temps, et à la fin de la journée, ça peut faire 1 ou 2 poissons. Donc plutôt un ratio rapide sur les moulinets, que ce soit casting ou spinning, donc une récupération par tour de manivelle qui est assez importante. Moi j'aime bien pêcher avec des récupérations au-delà de 80 cm par tour de manivelle. C'est vraiment idéal pour avoir cette faculté de pêcher à haute fréquence et à très grande vitesse. Et puis c'est une approche qui est géniale parce que en fait nous on est très très speed dans notre façon de pêcher, sauf au moment où on pose le leurre dans la zone où on pense qu'il va être intéressant, et là on devient très lent pendant 10-15 secondes, hop c'est fini, très vite on change, et voilà. Et donc on alterne ces phases hyper actives et ces phases très très lentes. Ce que je peux vous dire pour finir, c'est peut-être vous donner un petit conseil ou vous présenter un petit peu le type de coloris. Je n'ai pas forcément de conseils parce que je pense que c'est assez personnel et que les coloris sont tous assez bons. Donc là moi j'en ai avec moi une sélection ici. Vous verrez qu'il y a beaucoup de bases naturelles qui tirent sur du vert, sur du bleu, sur du marron, et qu'après c'est des jeux de transparence, d'opacité, de paillettes. Mais en général, on est quand même sur des couleurs qui sont très très naturelles et qui se rapprochent des couleurs des crustacés. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de trouver une couleur qui est assez proche de la couleur du fond dans laquelle vous allez pêcher. Souvent, ça fait quand même une bonne différence. Encore une fois, et puis on va finir là-dessus, on est sur une pêche où on va essayer de tromper des poissons qui sont difficiles, qui sont méfiants. Il y a quelque chose qui marche assez bien pour déclencher l'attaque de ces poissons-là. C'est d'avoir un leurre qui se confond un peu dans son milieu. C'est-à-dire qu'ils vont le voir, hop, on le pose au fond, ils le perdent un peu de vue. On le redécolle, ils le voient, hop, ils le reperdent de vue. Et la fois d'après où on va le redécoller, ils savent qu'ils ont un risque de le perdre, et c'est souvent ça qui va faire déclencher l'attaque. Et ça, je l'ai remarqué, c'est que quand j'adopte sur ce type de pêche-là un contraste qui est hyper fort, par exemple si je mets quelque chose comme ça qui est assez foncé sur un fond qui est très clair, il y a des jours où je vais prendre des poissons. Mais des poissons comme ça qui sont un peu difficiles, qui sont un petit peu hésitants, sur les pêches à vue, je vois que s'ils voient trop bien mon leurre et qu'ils ne perdent jamais de vue, souvent j'arrive pas à les faire. Et que quand je prends quelque chose qui est un petit peu plus, qui se confond un petit peu plus avec le fond, c'est là où j'arrive à déclencher l'attaque. Après, chacun fera ses choix, la gamme de couleurs, elle est belle, je ne les ai pas toutes ici, mais voilà.
À vous de choisir. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous y trouverez quelques conseils qui vous permettront de prendre des très jolis poissons, parce que j'insiste là-dessus, la taille moyenne elle est vraiment folle avec ce leurre-là. Moi, le sujet de la pêche à l'écrevisse en général pour pêcher les poissons marins et en particulier le bar, c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose où il y a tout à développer. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de venir échanger avec vous. J'en ai plein à apprendre, donc n'hésitez pas à me faire part de votre expérience. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.